Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Parmi les particularités de l'art, se trouve celle de soigner. Beaucoup d'encre a déjà coulé concernant l'art-thérapie. Ici et là, des livres paraissent, des articles sont publiés. Nous ne pouvons ignorer en la matière les apports importants d'auteurs tels que Jean-Pierre Klein, Jean Broustra, Richard Forestier, les travaux de la Société internationale d'art-thérapie avec notamment les signatures de Guy Roux, Muriel Lahari, Jean-Luc Sudre, Gilles Perriot. La liste de tous ceux qui cherchent, se questionnent et font progresser la pratique de l'art-thérapie est heureusement de plus en plus longue, et nous nous en réjouissons. Chacun à sa manière cherche à faire avancer la réflexion générale. Il n'en demeure pas moins qu'un certain flou subsiste quant à l'utilisation des vocables mêmes. Aussi bien nous appliquerons-nous à tenter de mieux cerner les termes employés tels que art-thérapie, art-thérapeute, art, et de les définir. Au risque d'enfoncer des portes déjà ouvertes, nous nous demanderons ce qu'est l'art, et quelles sont ses fonctions. Aurait-il entre autres vertus celle de soigner et dès lors quelle maladie ? Peut-on voir se profiler une relation artiste-thérapeute ? Et cette relation est-elle de type extrasubjectif ou intrasubjectif ? Selon les réponses apportées à ces différentes questions, nous tenterons de préciser le sens de la démarche de l'art-thérapie, telle qu'ainsi nommée à ce jour. Peut-être s'agit-il de l'apprentissage d'une certaine pratique de l'art, qui, de ce fait, situerait l'art-thérapie non plus dans le champ de la thérapie, mais plutôt dans celui de la formation. Nous disons une certaine pratique de l'art. Il ne s'agit pas là d'un apprentissage qui correspondrait à celui que dispensent les écoles d'art, écoles des beaux-arts et conservatoires nationaux de musique et d'art dramatique, où l'on apprend des techniques et des tours de main, voire des recettes académiques. C'est d'ailleurs rarement en ces lieux que se dévoilent les créateurs. Ce n'est évidemment pas de ce genre de formation dont il sera ici question. Posé comme postulat, l'art soigne, demande que cela soit dûment vérifié. À partir de la vie et de l'œuvre de Courbet, nous pourrons constater le bien-fondé de cette assertion. En revanche, nous aurons à en douter si nous suivons la vie et l'œuvre de Van Gogh. Peut-être arriverons-nous alors à mieux cerner le champ et les limites de la pratique de l'art-thérapie. Il est effectivement possible que l'art soigne, mais que soigne-t-il au juste ? Art-thérapie. Qu'est-ce que le couplage art-thérapie laisse entendre ? Si nous décomposons cet ensemble, nous pensons avoir à interroger trois termes qui sont art, le trait d'union, et thérapie. Une fois que nous aurons questionné chacun de ces termes, il nous faudra nous demander quel rapport ils entretiennent entre eux. Pour l'instant, nous mettrons en réserve l'analyse de l'art. Quant à la thérapie, nous retiendrons le sens littéral de thérapeia qui veut dire traitement, soin. Si nous considérons les mots art et thérapie, nous observons que ce sont deux noms qui désignent la manière de faire une chose selon une certaine méthode, en utilisant des procédés qui leur sont particuliers. Relier art à thérapie, c'est-à-dire à soin, laisse entendre que nous établissons un rapport entre ces deux termes. Serait-ce suggérer que l'art soigne ou que le soin peut utiliser l'art comme ingrédient du soin ? Autrement dit, nous aurions d'un côté l'art comme remède absolu et de l'autre l'art synonyme de pilule. Il est donc primordial de tenter de comprendre le sens du trait d'union qui relie ces deux noms. Les processus de l'art liés au processus de la thérapie sont censés, conjugués, produire quelque chose d'autre, par définition différent de l'un et de l'autre. Que produit l'art ? Il se saisit d'une matière informe et lui donne forme. Ainsi, le sculpteur transforme un bloc de marbre en statue. Que produit la thérapie ? Elle est censée rétablir la santé chez un être supposé malade. Est-ce que les processus de l'art seuls permettent de rétablir la santé ? Si nous le pensons, alors nous pourrons estimer que la pratique de l'art est en soi thérapeutique. Mais dans ce cas, nous n'aurions pas un trait d'union entre les deux termes. Nous aurions plutôt une flèche orientée de l'art vers la thérapie. En revanche, si nous orientons notre flèche de la thérapie en direction de l'art, nous supposons que le soin conduit à l'art, laissant ainsi entendre que la condition de la santé est dans la pratique de l'art. Pourquoi pas ? Toutefois, nous ne répondons toujours pas à la question : que produit la conjonction des deux approches ? Demandons-nous quelles sont les fonctions de ces deux termes. La fonction de l'art, c'est de produire de la beauté. La fonction de la thérapie, c'est de rétablir de la santé. Que produit la mise en relation de la beauté avec la santé ?
Nous nous permettrons pour l'instant d'envisager que l'alliance beauté-santé tente à harmoniser, à joindre, à réunifier, et ce faisant tente à produire de l'harmonie. L'harmonie, du grec harmonia, est assemblage, juste proportion, agencement entre les parties d'un tout de manière qu'elles concourent à une même forme. Cette forme provoque un sentiment de beauté. Art-thérapeute. Qui dit art-thérapie dit art-thérapeute. Ce glissement est important par les perspectives qu'il offre. Nous avons là en effet une mise en relation entre non plus deux processus, celui de l'art et celui de la thérapie, mais entre un processus, celui de l'art, et une fonction, celle de thérapeute, autrement dit, une relation entre un métier et celui qui l'exerce, entre un thérapeute et un outil, l'art. De ce fait, l'art va devenir l'outil privilégié ou un outil parmi d'autres dont dispose le thérapeute pour soigner. Ainsi l'art est clairement mis au service du soin. Ceci par ailleurs laisse entendre que le thérapeute n'est pas forcément un artiste. Par exemple, il y a deux manières de pratiquer la musicothérapie, soit en faisant jouer de la musique par les patients, soit en leur proposant d'en écouter simplement. Dans cette deuxième attitude, il n'est pas nécessaire que le thérapeute sache se servir d'un instrument. Qu'il soit un mélomane averti peut suffire. D'ailleurs, si nous admettons que le contact avec la beauté soigne d'une certaine manière, cette seconde approche se justifie. Notons cependant l'ambiguïté de l'appellation « art-thérapeute ». En effet, selon la définition que nous acceptons pour art, les perspectives du thérapeute peuvent s'ouvrir à l'infini. François Fédier, L'art en liberté distingue trois sens du mot art. Le sens archaïque et romain de art, soit qualité, être tel. À noter que ce sens disparaît complètement de l'usage. Le sens gréco-romain de art, comme démarque de dans le sens d'habileté. Le sens moderne d'art, où nous entendons spontanément les beaux-arts. Par conséquent, si nous privilégions le sens B, le mot art signifie la manière de faire une chose selon certains procédés, telle est la définition qu'en donne Littré. Les arts et métiers, par exemple, sont une école qui forme des ingénieurs et des techniciens. Selon cette acception, tout thérapeute est un art-thérapeute, quelles que soient les techniques qu'il utilise. Que ce soit la psychanalyse ou la thérapie psychocorporelle, le rebirth ou la programmation neurolinguistique. Les beaux-arts se fondent ainsi dans les autres possibilités techniques. Cet amalgame est tel qu'il est nécessaire de particulariser certaines branches de thérapie, par exemple la musicothérapie, la macothérapie. Bien différente sera la démarche, si nous retenons le sens C proposé par François Fédier. Artiste-thérapeute. Nous avons pu réfléchir aux mots « art » et « thérapie ». Pour l'un comme pour l'autre, il s'agit de faire les choses selon une certaine méthode. Nous avons également observé « art » et « thérapeute », soit une manière de faire confrontée à un métier. Pour approfondir notre questionnement, nous proposons de juxtaposer deux mots qui nomment des métiers. Que peut éclairer le couple artiste-thérapeute ? D'un côté, nous avons une personne qui exerce un des beaux-arts si nous retenons le sens moderne de art. De l'autre, nous avons une personne qui soigne. Quelles conjointures sont envisageables entre ces deux métiers ? Nous pouvons en effet envisager plusieurs cas de figure. Soit une relation entre deux personnes distinctes, un artiste et un médecin, soit un conjointement entre deux qualités d'une même personne, un artiste-médecin. Nous voyons là qu'il y a introduction auprès de la personne malade d'un, voire deux individus. Comment agissent-ils ? L'artiste propose au patient de réaliser une œuvre pour laquelle il peut l'aider par des conseils techniques. Le médecin se propose d'agir lui-même sur le patient, soit par ingestion de produits, soit par les effets du cheminement de sa parole. Nous passons alors de la psychothérapie médicale à une psychothérapie relationnelle, où les transformations recherchées se feront dans le jeu des échanges qui vont s'établir entre le sujet et le thérapeute. Binswanger remarque que deux hommes se font face et se réfèrent l'un à l'autre en une réciproque dépendance, s'expliquent l'un avec l'autre. Dans cet esprit, le thérapeute n'est pas assimilable au médecin. Le thérapeute propose au sujet un espace dans lequel il puisse se sentir libre de devenir lui-même. Dans ce contexte, le thérapeute s'engage. Ainsi l'œuvre d'art est le sujet lui-même, issu d'une co-création. Différente est la démarche de l'artiste qui propose au sujet d'agir, tandis que le médecin cherche à agir sur lui et le thérapeute à interagir. Il y a là des approches apparemment opposées,
La première faisant appel à l'activité du sujet, la deuxième à sa passivité. Quant à la troisième, elle cherche à relier les deux autres. Toutefois, dans la mesure où le sujet produit une œuvre d'art, il entre de plain-pied dans le monde des artistes. Il est évident que nous n'associons pas au terme de métier le fait d'en vivre, c'est-à-dire d'exercer une profession dont on tire un profit matériel. Et si nous reconnaissons que la pratique de l'art a des effets d'harmonisation sur la personne humaine, alors nous reconnaissons que l'artiste se soigne lui-même. Ce serait donc la personne malade qui se soignerait elle-même au moyen de la pratique de l'art. Si nous admettons ce postulat, nous sommes en mesure de commencer à mieux définir notre métier. Le praticien en art-thérapie serait une personne malade qui, s'étant soignée elle-même en tant qu'artiste thérapeute dûment accompagnée, accompagne à son tour les artistes thérapeutes dans leur propre cheminement. À propos de formation. Le début de formulation que nous proposons du métier de praticien en art-thérapie pose la question de la formation de ce dernier. Si le fait d'avoir cheminé un temps comme patient artiste thérapeute est une condition nécessaire, est-elle pour autant une condition suffisante ? Avant de répondre sur ce point, élargissons notre questionnement au fonctionnement de la personne artiste-thérapeute. Comment, par quelle voie un patient fixé dans sa souffrance et son mal-être, va-t-il accéder à sa dimension d'artiste ? Est-ce que le fait d'analyser et de comprendre les causes de nos dysfonctionnements suffirait pour modifier nos comportements ? Certes non. Une fois que nous avons réalisé que nous voulons changer, encore faut-il apprendre les gestes qui vont permettre ce changement. Nous voyons bien là qu'apparaît la notion d'apprentissage, autrement dit comment devenir habile. Nous observons qu'alors nous rejoignons le sens gréco-romain de art, comme démarque de. Ne confondons pas, ce qui est primordial c'est d'être et d'exprimer son être. Pour ce faire, le métier n'est qu'un moyen. Mais si nous négligeons son apprentissage, nous aurons beaucoup de mal à atteindre notre but. Notre inhabileté nous trahira à chaque instant. Il va donc falloir acquérir les moyens d'expression qui nous sont nécessaires. Cela est bien de l'ordre de la formation. Si l'art soigne, il convient d'apprendre à pratiquer l'art. Mais cet apprentissage est particulier, puisqu'il a à prendre en compte les souffrances de la personne malade. Cet apprentissage cherchera en premier lieu à rétablir une confiance en ses possibilités d'être, ses capacités à créer et à réaliser, à oser s'exprimer, sinon l'apprentissage de techniques artistiques risquerait bien de n'être que dressage au service d'un faux self. Avant de faire, il faut être, nous dit Goethe. Il s'agit là d'un apprentissage existentiel. Entendons-nous bien. L'apprentissage dont nous parlons s'apparente à une initiation, au sens des premiers pas que l'on fait faire à quelqu'un pour lui permettre de découvrir une discipline. L'art-thérapie nous permet de nous mettre sur le chemin de l'art comme voie d'accès à l'harmonie et à l'expression de notre être. À nous ensuite de persévérer ou non sur ce chemin, et pour ce faire de chercher nos propres ateliers de perfectionnement. Le praticien en art-thérapie semble avoir choisi d'approfondir ce chemin. De ce fait, aurait-il compris que l'être est toujours en apprentissage, que plus il apprend, plus il a conscience de ne pas savoir ? Aurait-il également compris le sens de sa place dans l'univers ? Toujours est-il qu'en poursuivant sa formation, il tente d'apprendre comment accompagner le sujet malade dans son propre apprentissage de la recherche de l'harmonie. Aristote, Éthique à Nicomaque, distingue 3 manières pour l'âme d'exercer sa fonction, pathos, dynamis et exis. Nous renvoyons ceux qui souhaitent approfondir cette question à la lecture de L'Art en liberté, de François Fédier. Si nous voulons faire bref, pathos renvoie au désir non pas en tant que les passions mais telles, les aventures de l'âme, par quoi elle est primairement accueil à tout ce qui lui survient, dans un rapport primaire au monde qui est à la base de toute humanité. De son côté, dynamis va dans le sens de notre faculté, c'est ce que notre âme est capable éventuellement de faire. Quant à exis, c'est la manière de se comporter par rapport au pathos. Aristote, afin de mieux nous aider à comprendre ce dont il parle, prend la colère comme exemple. Le pathos explose de colère, la dynamis est la capacité de colère, support du pathos. Dans L'Exis, le trait s'installe et devient habitude, autrement dit une seconde nature. L'art serait-il exis ? L'art. Réfléchir à notre tour sur l'art, ses mobiles, sa fonction, n'est-ce pas participer à cette grande entreprise qui consiste à enfoncer des portes ouvertes,
Il y a bien un certain ridicule à vouloir apprivoiser ce qui par essence demeure libre. Mais n'en est-il pas ainsi des ouvrages de réflexion ? Nous pourrions nous comparer à des chasse-neige qui avancent en déblayant sur les bas-côtés de la route, les supposées pensées qui se sont accumulées au point d'empêcher d'avancer. Réfléchir, n'est-ce pas renvoyer en arrière, autrement dit chercher à se débarrasser de nos idées et pensées tellement encombrantes et si enfermantes qu'elles nous barrent l'accès à la liberté ? Heidegger, travaillant sur l'origine de l'œuvre d'art, constate que l'artiste et l'œuvre n'existent que par l'art. Ce dont artiste et œuvre d'art tiennent leur nom, c'est l'art. Nous pourrons dès lors savoir ce qu'est l'art à partir de l'œuvre. Si une œuvre est avant tout une chose, l'œuvre d'art est encore autre chose. Elle communique autre chose. Elle est allégorie et symbole. À partir d'une matière informe, la création artistique donne forme. Mais une paire de chaussures, par exemple, est également matière prise dans une forme. C'est d'ailleurs cette forme qui détermine l'ordonnance de la matière, ainsi que son choix. Ce produit est fabriqué en vue de son utilité. Or, la nature morte aux souliers qu'a peinte Van Gogh nous présente une toute autre utilité. Pour qui regarde cette toile, c'est l'avènement de la vérité qui est à l'œuvre. À partir de cet exemple, Heidegger conclut que l'art est la mise en œuvre de la vérité. Avançant dans son propos, il remarque que l'œuvre d'art ouvre un monde. Par là, il nous précise qu'un monde est le toujours inobjectif sous la loi duquel nous nous tenons dans l'éclaircie de l'être, là où se décident les options essentielles de notre histoire. Érigeant un monde, l'œuvre fait venir la vérité. L'institution de la vérité dans l'œuvre, c'est la production d'un étant qui n'était pas auparavant et qui n'adviendra jamais plus. Ainsi, l'œuvre d'art est une pure création qui nous offre rayonnement et résonance. Toutefois, nous constaterons que l'art n'est pas la seule approche pour l'avènement de la vérité. Ainsi de la philosophie, ainsi des sciences. Quel est donc le mode propre à l'art pour cet advenir ? Il semble que la lumière du paraître, ordonnée dans l'œuvre, c'est la beauté. La beauté est un mode d'éclosion de la vérité. L'approche existentielle nous permet de situer l'art comme création d'un monde unique en soi, ouvrant un peu de vérité dans une forme allégorique immanente, dans le sens qu'elle agit en elle-même, libérée de tous apports extérieurs et qu'elle s'offre à nous sous les apparences de la beauté. Est beau ce qui se manifeste, ce qui devient visible. Songeons à la pensée, cette sculpture de Rodin. Voici ce qu'en peut dire Paul Gzell, Rodin. L'art, c'est une tête féminine toute jeune, toute fine, aux traits d'une tête féminine toute jeune, toute fine, aux traits d'une délicatesse, d'une subtilité miraculeuse. Elle est penchée et s'auréole d'une rêverie qui la fait paraître immatérielle. Les bords d'une cornette légère qui abrite son front semblent les ailes de ses songes. Mais son cou et même son menton sont pris dans un massif et grossier bloc de marbre comme une gangue dont il ne saurait se dégager. Et le symbole se laisse aisément comprendre. La pensée irréelle s'épanouit au sein de la matière inerte et l'illumine du reflet de sa splendeur. Mais c'est en vain qu'elle s'efforce d'échapper aux lourdes entraves de la réalité. Et Rodin d'ajouter, cette sculpture éveille l'imagination des spectateurs. Et cependant, loin de l'encercler dans des limites étroites, elle lui donne de l'élan pour vagabonder à sa fantaisie. Or c'est là, selon moi, le rôle de l'art. Les formes qu'il crée ne doivent fournir à l'émotion qu'un prétexte à se développer indéfiniment. Revenons maintenant à notre questionnement, en ne nous demandant plus si l'art est exis mais plus précisément comment il est exis. Rappelons que exis est un comportement, une façon de se tenir. Cette façon, Aristote l'éclaire avec l'adjectif poétique et Platon la définit ainsi dans le Sophiste, tout ce qui n'était pas d'abord, si quelqu'un le mène par la suite jusqu'à être. Nous parlons là de mouvement. C'est par la mise en mouvement que quoi que ce soit devient ce qu'il est. Nous commençons à cerner le principe de l'art. Tout ce qui vit va de l'être à l'être. Ainsi tout arbre qui vient à être naît d'un arbre en pleine vigueur. Mais une sculpture ne naît pas d'une autre sculpture. Elle vient à être par art. Le principe de l'art est de susciter le mouvement de venir à être, de ce qui est artificiel. Or l'artificiel s'oppose à la nature, alors qu'Aristote pose un postulat, l'art imite la nature. De même Rodin conseille que la nature soit votre unique déesse, et il ajoute, ma seule ambition est de lui être servilement fidèle. Mais il précise alors, l'artiste n'aperçoit pas la nature comme elle apparaît au vulgaire, son émotion lui révèle les vérités intérieures sous les apparences.
Nous voyons se profiler le principe de la mimésis. Convient-il d'interpréter l'imitation comme copie, ou comme idéalisation ? Ainsi Hegel n'entend pas l'art imite la nature, au sens de la représentation ressemblante d'un original, alors que pour Pascal, quelle vanité que la peinture qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire point les originaux. Cette fin de phrase laisse cependant supposer que quelque chose de plus vient s'ajouter à la ressemblance. Le sens de l'imitation est encore plus évident si nous prenons la musique comme exemple. Une sonate ressemble-t-elle à quelque chose de naturel ? Fédier réfléchissant sur cette question soupçonne que l'entente vulgaire de l'art comme imitation de la nature pourrait bien être une accent aigu S interprétation. Adoptons le sens hegelien de mimésis. À partir de la nature, qui est une réalité, l'artiste propose une idéalisation qui n'a d'existence que dans son esprit. Il la matérialise en une œuvre d'art unique, qui fait venir de la vérité. Cette œuvre dans son immanence témoigne de la beauté. L'art soigne. Si nous posons l'art soigne, tel un postulat, il va falloir en établir la preuve. Or c'est bien sur ce postulat que s'est échafaudé l'art-thérapie. Pourtant si nous examinons l'état d'un certain nombre d'artistes, notre postulat vacille. Que dire de la santé mentale du peintre de l'homme à l'oreille coupée, des effets de la syphilis sur Gauguin, de l'alcoolisme de Maurice Utrillo, de l'internement de Camille Claudel. Cette liste, loin d'être exhaustive, jette un sérieux discrédit à notre postulat, l'art soigne en soi. Peut-être faudrait-il commencer par se demander ce que l'art est susceptible de soigner, et dans quelle mesure il y parvient. Nous pouvons déjà éliminer les maladies corporelles, sans cependant y amalgamer les troubles psychosomatiques. Il est évident que le fait de peindre ou de jouer la comédie n'a jamais guéri nulle coryza, ni une quelconque appendicite. Tout au plus, l'état de concentration requis pour élaborer une œuvre d'art détournera momentanément l'artiste du ressenti de sa douleur physique. Alors, l'art aurait-il quelques effets sur les maladies de l'âme ? Mais qu'entendons-nous par âme ? Nous ne pouvons qu'avancer pas à pas dans notre propos, et cela passe par la rigueur des définitions. En effet, selon la définition que nous retenons, les perspectives de ce que nous entendons par la création diffèrent et de ce fait, L'Exis. Âme, esprit, psyché, qu'est-ce que ces trois termes recouvrent ? Qu'en disent brièvement les dictionnaires ? Âme, principe de vie, du latin anima, souffle, de animus, âme, esprit. Esprit, du latin spiritus, souffle, de spiro, souffler. Psyché, du grec psyché, âme. Âme et esprit semblent se fonder sur le souffle en tant que principe de vie. Nous naissons en inspirant et nous mourrons en expirant. Il s'agit là d'inspiration. Marianne Massin, La pensée vive, nous rappelle que le verbe français inspirer, apparu comme tel à la fin du XIIe siècle, s'employa d'abord dans un registre religieux. Dieu anima l'homme par son souffle, puis dans un contexte artistique en parlant du souffle créatif. Enfin, il prendra au XVIe siècle son sens physiologique. François Roustan, dans une introduction au magnétisme animal, constate que L'âme n'est en rien un sujet ou une forme qui ferait l'unité de la nature. Elle est la nature elle-même indifférenciée, omnipénétrante, immatérielle, au sein de laquelle toutes les déterminations viendront prendre place. En ce sens, elle est universelle, mais d'une universalité pauvre où rien ne se distingue. C'est l'esprit, disait Hegel, mais l'esprit au degré zéro ou au commencement qui n'a rien à l'extérieur de lui, un flottement généralisé qui ne bute sur rien, qui prend tout et ne saisit rien, un milieu vide. Hegel va définir alors l'âme sentante dans son immédiateté, et Roustan en apportera l'éclairage suivant. Le premier mot qui fait obstacle est celui d'âme sentante. Même si l'on a compris de quoi il s'agissait, il est quasi impossible de l'employer aujourd'hui sans susciter des malentendus. Si nous voulons user de ce concept, il suffit de comprendre que l'âme désigne ici une modalité du sentir, et que donc d'une certaine manière, le mot âme doit être considéré comme un adverbe. Le verbe est le sentir. Nous pouvons donc laisser de côté cet adjectif et poser seulement qu'il existe une sensorialité autre que celle considérée ordinairement. Cette sensorialité autre est indépendante de la conscience et de l'entendement et il est possible d'en faire l'expérience. Créer, au sens littéral, c'est tirer quelque chose du néant, et plus particulièrement d'un non-être.
Ce néant ressemble fort à l'âme sentante dans son immédiateté telle que l'a définie Hegel. Nous pouvons dès lors préciser notre question. L'art a-t-il quelques effets sur les maladies de l'âme sentante? À partir de là, demandons-nous quel type de maladies peuvent affecter cette âme sentante. À partir de Courbet. Essayons à partir de la biographie d'un artiste, de cerner le processus qui nous occupe. Prenons pour ce faire la vie de Courbet. L'artiste s'est beaucoup autoportraituré. Maxime Ducamp rapporte, sauf 3 ou 4 tableaux, toutes les œuvres étaient la reproduction de M. Courbet par lui-même. Courbet saluant, Courbet marchant, Courbet arrêté, Courbet couché, Courbet assis, Courbet mort, Courbet partout, Courbet toujours. Courbet semble effectivement avoir été fort attaché à son apparence physique. Voici comment Philippe Burti le décrit. Il était mince, grand, souple, portant de longs cheveux noirs et aussi une barbe soyeuse. On ne le rencontrait qu'escorté d'amis, comme on raconte que sortaient de leurs ateliers les maîtres italiens. Ses longs yeux langoureux, son nez droit, son front bas et d'un relief superbe, ses lèvres saillantes, moqueuses aux commissures comme les yeux l'étaient aux angles, ses joues lisses et bombées, lui donnaient la plus étroite ressemblance avec ces profils de rois assyriens qui terminent des corps de bœuf. Courbet précisera à Alfred Bruyat: « J'ai fait dans ma vie bien des portraits de moi, au fur et à mesure que je changeais de situation d'esprit. J'ai écrit ma vie en un mot. » Que peut-on dire de la vie de Courbet, dans sa chronologie? 1819, né à Ornans-Doux, suivi par 4 sœurs, il a alors 2 ans, puis 4 ans, puis 9 ans, enfin 12 ans lors de leur naissance. À 12 ans, entre au petit séminaire. À 14 ans, commence à suivre un enseignement artistique, la première œuvre conservée date de 1834, Portrait de jeune garçon. Il a alors 15 ans. À 18 ans, Collège royal de Besançon. Il s'inscrit à l'école de dessin de la ville. À 20 ans, Paris, pour d'hypothétiques études de droit. À 21 ans, Courbet est réformé. Il se lie avec les peintres. Les œuvres qui vont de 1840 à 1848 sont presque toutes d'inspiration romantique, dont les autoportraits. À partir de 1848, Courbet élabore un programme au contact des idées sociales de son époque. Proudhon définit les rapports de l'art et de la société. Ses œuvres vont susciter polémique sur polémique. L'enterrement à Ornans, les baigneuses. 1854. La rencontre appelée aussi Bonjour Monsieur Courbet. L'artiste tel un voyageur a une fonction, il livre un message. L'atelier confirme le réalisme. 1870 à 1871, Courbet est au fait de sa gloire. Il s'engage dans la Commune. Jugé responsable de la démolition de la colonne Vendôme, il est interné à Sainte-Pélagie. Dès lors, il va connaître un rapide déclin. Il meurt en 1877 alors que ses tableaux sont saisis et vendus. Il avait été condamné à payer les frais de la reconstruction de la colonne. Si nous résumons la vie de Courbet, nous pouvons parler d'une enfance dans un milieu de province bourgeoise bien pensante, entouré de filles. Il a la ferme volonté de devenir peintre, en assumant les difficultés financières que cela suppose. En évoluant du romantisme au réalisme, il prend conscience de son engagement d'artiste dans la société avec tout ce que cela peut comporter de déboires et d'isolement. En somme, c'est un parcours de vie plutôt normal, montrant les qualités d'un caractère sain et équilibré, avec une forte volonté de réussir. Voilà pour les apparences. Or les autoportraits montrent que Courbet se livre à une profonde introspection. Il explore en une étonnante variété d'attitudes, de costumes, de travestissements, tous les ressorts d'une personnalité qui s'affirme peu à peu, Sylvain Ami. Ainsi, à propos d'un bal masqué, Courbet écrit à ses parents: « J'étais habillé en femme, décolleté jusque plus bas les épaules, les cheveux retroussés avec des nattes derrière la tête, puis des fleurs, un corset de velours noir et de grands volants dans le bas de ma robe en mousseline. » Cette féminité sera ouvertement exprimée dans Le Sculpteur. Nous observons là 2 manières de gérer une facette de sa personnalité. La première dans un bal masqué, telle une mise en acte carnavalesque, la seconde beaucoup plus élaborée, dans une mise à distance sous forme d'un objet posé et non plus porté. L'attitude du peintre dans la sieste, somnolent, le regard ouvert mais perdu dans le vague, les courbes du corps épousant celles du vallon, ne prépare-t-elle pas l'expression de mélancolie de l'homme à la ceinture de cuir? Le désespéré va nous permettre d'avancer dans notre questionnement.
C'est un autoportrait où il se montre sous les traits d'un jeune homme se tenant la tête entre les mains, les yeux comme hallucinés regardant un objet terrifiant. Sylvain Amick se demande si ce désespoir a été celui de Courbet ou bien s'il s'agit d'une étude, une tête d'expression, un exercice pour lequel, par commodité, le peintre aurait étudié son propre visage. En effet, les témoins de l'artiste parlent de sa jovialité, de sa générosité, de son appétit de vivre. Ces qualités ne recouvriraient-elles pas des humeurs plus sombres ? Courbet lui-même nous renseigne. Avec ce masque riant que vous me connaissez, je cache à l'intérieur le chagrin, l'amertume et une tristesse qui s'attache au cœur comme un vampire. Plus tardivement, alors qu'il compose l'atelier du peintre, il confie dans une lettre à Champfleury « Je tourne à l'hypocondrie. J'ai l'esprit fort triste, l'âme très vide, le foie et le cœur dévorés d'amertume. » Courbet a accordé beaucoup d'intérêt au thème du désespoir et du suicide. Le fou de peur va plus loin que le désespéré. Il y a une mise à distance plus importante. Le peintre a pris du recul, il compose et théâtralise. Nous sommes dans le registre de l'allégorie qui allie l'universel au personnel. Ce que Courbet nous montre, c'est la possibilité du saut dans le vide. En 1854, dans une lettre à Bruyat, Courbet livre « J'ai écrit ma vie en un mot », et dans cette même lettre il récapitule ses autoportraits qui expriment tous un sentiment particulier. Ainsi de l'homme blessé, le portrait d'un homme râlant et mourant, ainsi de l'homme à la ceinture de cuir, le portrait d'un homme dans l'idéal de l'amour absolu à la manière de Goethe, George Sand, etc. Ainsi de l'homme à la pipe. Le portrait d'un fanatique, d'un ascète, c'est le portrait d'un homme désillusionné des sottises qui ont servi à son éducation et qui cherche à s'asseoir dans ses principes. Laurence Descartes remarque que de 1850 à 1855 Courbet ne cessa d'être au centre de l'actualité artistique, tant dans le scandale que dans la polémique. En 1845, il écrivait « Je veux tout ou rien. Il faut qu'avant 5 ans j'aie un nom dans Paris ». Cette conquête se fit avec une véritable stratégie qui montre combien Courbet avait la tête sur les épaules, et un sens très aigu de la réalité, allié à une volonté, ne ménageant pas ses efforts, dans un travail acharné, ne se soumettant pas et refusant les compromis. Les demoiselles de village furent très critiquées quant au réalisme social, quant à la perspective dans la composition. Notons la remarque de Courbet. C'est impossible de dire tout ce que m'a valu d'insultes mon tableau de cette année, mais je m'en moque, car quand je ne serai plus contesté, je ne serai plus important. Sur un enterrement à Ornans, tout semble avoir été dit, bien peu cependant à notre connaissance, sur la mère de Courbet dissimulée par un mouchoir, tenant une petite fille par la main, à l'extrême droite de la toile. Souvenons-nous que sa sœur Clarisse, née alors qu'il a 2 ans, décède quand il en a 15. Nous pouvons nous demander quelle est la place du fantasmatique, et quelle est celle du deuil quant à cette perte, sachant notamment le soin que Courbet a employé à représenter en de multiples tableaux ses 3 autres sœurs. As-tu vu la Binette, la Binette ? As-tu vu la Binette au grand Courbet ? Face à la rencontre, la critique s'en donne à cœur joie. Courbet écrit à Alfred Bruyat. Votre tableau La Rencontre fait un effet extraordinaire. Dans Paris on le nomme « Bonjour Monsieur Courbet ». Un narcissisme toujours à rassurer. Avec Courbet paysagiste se développe toute une dialectique intrapsychique de l'ombre et de la lumière. Cela vous étonne que ma toile soit noire. La nature sans le soleil est noire et obscure. Je fais comme la lumière, j'éclaire les points saillants et le tableau est fait. Max Claudet, Souvenir Gustave Courbet. Dans la série des sources de la Loue et des grottes sarrasines, Courbet dépouille la composition de toute touche pittoresque et humaine, osant placer le vide et l'obscur au centre du tableau et ne se préoccupant que de la densité de la matière, des eaux sombres et insondables, aux roches stratifiées, constate Laurence Descartes. Superbe paysage de solitude profonde, le puits noir. Fascination pour le minéral, la force tellurique, les roches de haute pierre, la roche pourrie. La source de la Loue, 4 toiles. Charles Nodier, dans les voyages pittoresques et romantiques de l'ancienne France, écrit « La Loue est un fleuve qui s'élance, qui tombe dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté, bouillonne en 3 jets immenses sur des blocs énormes et pressé et captif de s'affranchir, s'échappe en nuages de poussière humide ou en innombrables cascatelles. » Quelque chose qui est particulier à ce spectacle, c'est qu'il tourmente tous les sens par je ne sais quel excès d'émotion. L'œil se trouble, l'oreille s'effraie, la pensée se fatigue et s'éteint. Sur la montagne qui domine ces imposantes beautés, tout est silence.
Penchons-nous plus spécialement sur la version exposée à l'Albright Knox Art Gallery, Buffalo. N'avons-nous pas l'impression d'une perception du monde intrapsychique, comme si Courbet nous invitait à passer de l'autre côté du miroir de la peinture ? Courbet, dans une lettre qu'il adresse à Victor Hugo, écrit « Le vide que l'on ne peut remplir donne du calme ». La mère est peinte de mémoire dans la clinique du docteur Duval, où le peintre finit de purger la peine de 6 mois de prison qui lui a été infligée pour son rôle pendant la Commune. Ce calme dont il parle, comparons-le avec des toiles telles que La Trombe ou encore La mer orageuse, qui nous montrent une des facettes essentielles de son tempérament qu'il qualifiait lui-même de sauvage. Et la libido ? Bien sûr, le docteur Freud nous dirait qu'elle est partout, et nous ne le contredirons pas. Mais elle est encore plus manifeste dans les tableaux qui en parlent, et chez Courbet, comme ils en parlent. Ainsi, les demoiselles débordent la scène, comment ne pas y voir un intérêt pour le saphisme qu'il abordera à plusieurs reprises, le sommeil, les baigneuses. Si toutefois nous nous attachons au regard des femmes telles que nous les percevons dans la réflexion, et que nous retrouverons dans nombre de ces toiles, nous avons l'impression qu'ils renvoient à des états de méditation, de rêverie. Quelle représentation féminine pouvons-nous lire dans ces regards, quel lien intime, profond, Courbet cherche-t-il à établir avec ces modèles féminins, au-delà de toute anecdote amoureuse ? De quelle similitude nous parle-t-il ? Quelle mélancolie s'en dégage ? Et comment se défaire de cette mélancolie ? Le treillis ou la femme aux fleurs le permettent-ils ? Peut-être que l'éclosion simultanée de fleurs liées à 3 saisons différentes affirme dans leur croissance la force et la beauté de la présence au monde dans lequel la figure humaine, participant à cet élan vital, devient un élément d'une telle dynamique. Ou encore, cette subtile alliance, cette dialectique sensorielle et sensuelle du contraste qui se manifeste dans la fille aux mouettes, n'évoque-t-elle pas les rapports qui lient la vie et la mort ? Que dire également de ces variations sur le thème de la chevelure féminine qui semblent l'avoir obsédée ? 3 jeunes Anglaises à la fenêtre, les 3 baigneuses. Jo, la belle Irlandaise, se regardant dans son miroir, nous renvoie à la contemplation narcissique avec toute son ambivalence. Admiration et doute de soi, baignés de sensualité. Le nu féminin a toujours préoccupé Courbet. Dans sa correspondance, nous sommes étonnés par ses vantardises, sa façon exagérée de raconter ses aventures féminines, ses commentaires sur ses bonnes fortunes sentimentales. On pourrait dire qu'il en fait trop pour que cela puisse être crédible. L'homme aurait été plus chaste et plus pudique qu'il n'aimait le paraître. Castagnari écrit « La femme dans sa vie ne vient jamais qu'en second ordre. Ce ne fut pas une compagne, ce fut un modèle. Peut-être. Toujours est-il que dans le sommeil l'amour semble fusionnel. » Dominique de Fonréau cite un croquis des carnets du Louvre qui atteste de la représentation amoureuse chez Courbet, mais aussi de sa prédilection pour le retrait en soi qu'offre le songe. Un jeune homme, Courbet lui-même, repose profondément endormi. Une jeune femme, flottant au-dessus de lui, le regarde avec curiosité. L'artiste s'est dessiné en psyché, exposé au regard féminin. Il semble, dans son sommeil, désirer la scène qu'il contribue à créer. Dominique de Fonréau constate que les scènes de chasse peintes par Courbet forment la part la plus étrange, mais aussi la plus originale de son œuvre. Il y aurait là du déconcertant. Rappelons que Courbet fut un chasseur passionné, dont Jules Castagnari dit « Il interrompit plus d'une fois l'étude commencée pour saisir le fusil et abattre quelques pièces au passage. » Quoi d'étonnant à cela ? Une communion profonde avec la nature, une méditation sur la vie et sur la mort, va s'établir pour cette âme sauvage et violente, et s'étendre aux animaux blessés ou mis à mort. Dans La Curée, Courbet donne ses traits au chasseur qui, les bras croisés, semble s'abstraire, sa pose répétant celle de l'animal mort. À la souffrance de la proie, répond la mélancolie du chasseur solitaire face à la mise à mort qu'il a provoquée, telle une métaphore de la destinée humaine, dans une conduite contraphobique. De même que nous sommes dans nos rêves tous les éléments du rêve, de même Courbet est lui-même tous les éléments du tableau. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.